Le networking, ça vous parle? Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsqu'on vous parle de réseautage? Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est flou ou intimidant, voire complètement inaccessible. Quand j'ai décidé de traiter ce sujet, je me suis demandé comment les autres vivaient cette réalité. Pour beaucoup, le mot réseau évoque un monde codé, réservé à celles et ceux qui sont déjà dans le bon cercle. La formule « Your network is your net worth », votre réseau fait votre valeur, indique que ce sont les liens humains et la valeur mutuelle qu'ils créent qui peuvent débloquer les étapes clés sur la route de nos ambitions. Le réseau est une ressource stratégique dès lors qu'on la manie avec conscience et intégrité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien personnellement que professionnellement. Et j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action, par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle pour aller vers plus d'indépendance et d'autodétermination. Avoir un réseau ou des relations qui comptent, c'est pas juste un petit plus dans un parcours, mais un véritable avantage compétitif dans la réalisation de nos ambitions. C'est souvent un levier invisible qui peut faire la différence et nous propulser de manière décisive. Dans les grandes écoles, bien au-delà du diplôme, c'est aussi l'appartenance à un réseau d'anciens élèves qui permet d'entrer dans les entreprises ou les sphères les plus sélectives. Comme en politique, rien ne se fait sans alliance. C'est pas forcément la compétence qui permet de gravir les échelons, mais qui vous soutient, qui vous introduit, qui vous recommande. Nous avons un bel exemple, je pense, avec le président français Emmanuel Macron, qui jusqu'en 2012 évoluait dans le monde de la finance privée. Cependant, Macron est aussi un ancien de l'ENA, un ancien haut fonctionnaire, notamment comme adjoint à la commission Attali. Donc il a gravité autour de la politique et ses liens avec le dirigeant d'entreprise Henri Herman et Jacques Attali lui ont permis d'intégrer le cabinet de François Hollande. Et la suite va aller très vite pour lui. Dans les territoires émergents, le réseau est souvent le principal système d'accès à l'opportunité. Pour intégrer certains secteurs, obtenir une autorisation ou sécuriser une activité, il faut connaître quelqu'un qui ouvre la porte. À noter que l'impact de la diaspora, via des programmes comme Meet Africa, permet l'émergence d'écosystèmes d'affaires sur le continent pour la création d'entreprises et d'emplois. On a l'instar de Véron Mancou, qui est fondateur de VMK et qui lance en 2009 la première tablette PC Made in Africa. Donc son initiative a été rendue possible grâce aux incubateurs et aux concours start-up à l'international qui nous permettront de trouver les investisseurs, les partenaires technologiques et les clients. Et même dans la vie quotidienne, vivre dans certains quartiers ou par exemple accéder à un appartement hors marché, le bouche à oreille peut soutenir notre confort ou notre carrière. Comme ce fut le cas pour Stromae qui a parlé de ses créations avec un animateur radio, qui en parle à Vincent Verbelin qui est un ancien music manager de chez Énergie, et lequel fait écouter la maquette à un directeur d'énergie. Donc là, on a 3 connexions informelles pour une chanson allant en danse qui va devenir virale. Dans les systèmes les plus symboliques comme la monarchie, on a l'histoire entre Meghan Markle et le prince Harry. C'est aussi une histoire en fait de rencontre, de contexte, d'accès à un cercle que beaucoup n'approcheront jamais. Autrement dit, le réseau, c'est cette infrastructure invisible qui soutient, oriente ou bloque selon qu'on y a accès ou pas. Et c'est pour ça, quelque part, que le créer intentionnellement est un acte stratégique et légitime, surtout quand on n'en a pas hérité. Le mot networking, il traduit un effort. C'est l'action d'aller chercher, de se constituer un ensemble de contacts, avant tout à des fins professionnelles. Et c'est d'ailleurs reconnu comme souvent plus puissant que la publicité elle-même,
car elle repose sur l'humain et donc plus durable. Lorsqu'on crée un business ou qu'on se lance en tant qu'indépendant, on comprend très bien la nécessité d'avoir autour de soi un groupe de soutien ou des personnes qui nous mettent en contact avec les intermédiaires, les processus, les informations nécessaires pour avoir accès au financement ou au débouché pour nos produits et nos services. On devient alors quelque part beaucoup plus attentif à la composition de notre environnement. C'est d'ailleurs une entrepreneure qui m'a confié cette définition du networking que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit, pour moi, réseauter, c'est bâtir des relations solides, potentiellement porteuses de fruits. C'est aussi important personnellement que pro, car tout le monde peut être client ou porteur de solutions. C'est une compétence de vie que tout le monde devrait cultiver. De sa définition, on perçoit que c'est pas la finalité attendue du networking qui est mise au premier plan ici. Il est d'abord question de lien et d'échanges spontanés. La question de la contribution ne vient que dans un second temps. Et pourtant, face à cette vision élargie, on entend encore souvent des personnes qui peuvent dire « j'ai pas de réseau ». C'est un peu le type d'affirmation qui cache une idée encore restreinte de ce qu'est le réseau, c'est-à-dire le cercle fermé, très exclusif, rempli de ceux qui comptent. Alors, donc, la question, est-ce qu'il faut il faut être né aristocrate, faire partie du monde des affaires ou des sphères politiques pour être un candidat crédible au réseautage? Et dans le cas contraire, si on n'a pas tout ça, est-ce qu'il faut juste passer son chemin? Alors, beaucoup de personnes, en fait, elles évitent le networking car elles le perçoivent comme intéressé ou artificiel. Mais peut-être que la culture ou l'éducation joue ici. Dans d'autres contextes, se recommander ou s'entraider est naturel. Prenons le contexte des États-Unis. Là-bas, il est courant, même attendu, de demander une lettre de recommandation après un stage ou après un emploi temporaire ou un projet. Parce que c'est perçu comme une preuve de sérieux, c'est perçu comme on a pu construire une relation et qu'on se projette aussi dans l'avenir. En Chine, on utilisera le terme de guanxi qui favorise l'échange entre deux personnes. Avoir une relation avec les personnes clés est souvent plus importante que les diplômes. Au Nigeria, la cooptation est courante dans les postes publics ou privés, suivant les liens communautaires, religieux ou universitaires. Pareillement en Inde, où les recommandations sont courantes et valorisées. Les principaux blocages maintenant qu'on va voir pour faire du networking. Donc on l'a dit, il y a le fameux « j'ai pas de réseau », sous-entendu « je ne connais personne ». Donc, est-il possible de connaître personne après être passé par l'école, l'université et peut-être plusieurs emplois? Le problème ici, c'est qu'on a une vue encore élitiste du réseau. Et du coup, on ne valorise pas ou on n'entretient pas les petites, entre guillemets, relations qu'on a déjà. Tout comme le fait de penser, je ne suis pas à ma place. On crée inconsciemment une hiérarchisation sociale en se disant qu'on est inférieur parce qu'on n'a pas de titre ou de statut. Et donc, du coup, ça nous empêche de créer du lien. Donc oui, il y aura toujours certaines personnes qui vont regarder l'origine et le poids, mais merci, elles sont minimes. Peut-être commencer par faire l'exercice de lister, cartographier les gens autour de soi, en se demandant qui est-ce que je connais et dans quel domaine. Ce serait peut-être un premier pas. Ensuite, deuxième objection, c'est je ne veux pas te déranger, je suis timide. Et dans ce cas-ci, en fait, c'est souvent la mauvaise perception de notre personne ou de notre valeur qui peut constituer un frein. On se met dans la position de celui qui va prendre à l'autre. Donc faire du forcing avec sans doute le rejet à la clé. Lors d'une formation entrepreneuriale qui regroupait beaucoup de monde, une des participantes m'a dit je suis frappée par la facilité de certaines à écrire et à réseauter dès l'ouverture du groupe WhatsApp. J'ai beaucoup de mal à faire ça car je suis naturellement dans l'observation et sur la réserve. Mais j'ai conscience qu'il me faut développer cette compétence, surtout maintenant qu'elle est entrepreneur, entre guillemets.
Ma fausse croyance est qu'il faut être superficiel, voire hypocrite pour le faire. Sur quoi je l'ai félicité pour son message, car c'est une grosse initiative pour quelqu'un de timide d'avoir partagé ça dans le groupe WhatsApp général. Et j'ai ajouté le fait que moi aussi je suis timide, j'attends, j'observe aussi, mais au final, on attend quoi exactement? Est-ce qu'on attend que ce soit accueillant et confortable? Est-ce on attend qu'on nous invite? Ou est-ce que ça reflète aussi le fait qu'on n'a pas assez confiance en soi et qu'on pense que les gens ne vont pas nous accepter? Et au final, en fait, j'ai dû réaliser que pour guérir, il fallait défier ma réserve. C'était la meilleure antidote. Et quelque part, accepter de mettre le projecteur sur l'autre en adoptant une posture de curiosité, de poser des questions pour découvrir en fait ce que je ne connais pas. Donc s'efforcer d'aller vers l'autre avec peut-être un message, une conversation de temps en temps, ça peut être assez accessible. Ensuite, autre objection, c'est je me débrouille très bien toute seule. Un peu en mode le piston, la cooptation, le réseau ou le copinage, c'est pas mon truc. Donc différentes connotations pour distinguer une même chose. Et là, en fait, il y a une question d'éthique et d'orgueil. Certaines personnes, il faut le dire, certaines personnes bénéficient de cooptation de facto. Donc ça ne fait pas d'elles des personnes moins valables. C'est que quelqu'un, pour des raisons relationnelles, opérationnelles ou autres, souhaite collaborer avec elle. Dans tous les cas, la compétition, elle a ses biais. Certains sont précédés du nom et de l'aura de leurs parents. Il suffit de regarder le monde du cinéma. LVMH, bien sûr, choisira un de ses enfants pour diriger son empire. Et puis, il y a d'autres critères, tels la beauté, la couleur de peau, le nom de l'école ou encore les centres d'intérêt. Tout ça pèse dans la balance. Mais finalement, je pense, on sera tous jugés suivant nos actions ou le retour sur investissement. Une autre objection sur le plan moral est qu'on vole la place de quelqu'un d'autre. Donc ça soulève des questions de justice et de mérite, mais il faut retenir que le but du réseau, c'est de jouer le rôle de facilitateur, pas d'usurpateur. Et dans tous les cas, normalement, rien ne remplace l'exigence de compétence. Il s'agit de mettre en lien, et si on a de la chance, on aura peut-être l'opportunité de faire son pitch ou sa démo, mais dans tous les cas, avoir le bon contact, ça ne garantit aucune finalité. Le sélectionneur reste libre de nous accorder de l'attention ou pas. Et si on atteint son objectif, ça nous met en position pour à notre tour faire circuler les opportunités et pourquoi pas intégrer les personnes qu'on pense méritantes. Il y a aussi une autre objection qui est je ne veux rien devoir à personne. Donc là, ok, mais sauf à rester à la maison, à se tourner les pouces ou à ne pas prendre ses responsabilités au sérieux, ou c'est peut-être aussi qu'on ne se sent pas à la hauteur du job. Donc on se dit quelque part, en fait, on sera redevable, il faudra en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais dans tous les cas, en fait, il y a un contrat de confiance à respecter avec celui qui nous fait confiance en départ. Le réseau est avant tout un échange qui doit profiter aux deux parties, et donc il ne faut pas le voir comme une dette. Ceci étant dit, on a tous, je crois, un réseau. Parce qu'on est tous nés au sein d'un écosystème. On a déjà la famille. La famille et son cercle élargi, c'est notre premier réseau. C'est le réseau par défaut, on va dire. C'est le premier endroit où on va aller lorsqu'on sera dans le besoin, argent, logement, soutien. Ensuite, il y a les amis, qui sont notre réseau de cœur ou par affinité, qui naît des rencontres, on va dire, naturelles, souvent sans but immédiat. C'est ceux qui peuvent nous supporter émotionnellement, voire même matériellement. Ceux qui vont naturellement nous dire, voilà, j'ai vu une opportunité, peut-être que tu devrais tenter. Et puis il y a notre troisième réseau, qui est là plus stratégique, plus intentionnel, qui est construit autour d'un objectif professionnel. C'est souvent celui-là auquel on fait référence lorsqu'on parle de réseau. Et là, le but, c'est bien sûr de faire progresser nos affaires, c'est les cartes de vœux au nouvel an, différentes fêtes, etc.
Donc dans tous les cas, le réseau, il est là, il existe. Le problème, c'est que bien souvent, on ne l'active que quand ça va mal, lorsque on a besoin. Et même la manière d'entrer en contact peut aussi être problématique, comme ne pas chercher à voir ou comprendre la réalité de l'autre, ne pas chercher à s'adapter, parler uniquement de soi, ne pas faire preuve de reconnaissance lorsque quelqu'un vous met en contact ou vous met sur une option aussi. Donc, à mon sens, construire un réseau, ça doit reposer sur certains principes, à commencer par le aller vers. Donc, dans networking, il y a le ing qui est pour les verbes d'action. Donc, on l'a vu, c'est une démarche, le réseau. Donc, on met un peu, ça nous force à mettre un peu notre timidité de côté, à gérer sa peur du rejet. Et même quand on est une personne très solaire qui attire facilement, il faut quand même cultiver les relations dans le temps. Donc, ça demande un peu de sortir de chez soi, de soi, d'aller vers l'autre dans le contact, que ce soit à l'extérieur, le téléphone. Ensuite, il y a le fait que la qualité doit primer sur la quantité. On ne cherche pas forcément à multiplier les contacts sans profondeur. Mieux vaut avoir 10 liens sincères, sont nourris avec sincérité, régularité, que 100 contacts froids. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'entrer vraiment en conversation, en échange direct avec une personne pour vraiment la découvrir, se découvrir mutuellement et aussi savoir en fait ce qu'on peut faire ensemble. Autre point, le fait de rester fidèle à son énergie. On n'est pas obligé de faire des choses qui ne nous ressemblent pas. On n'est pas obligé d'aller à des cocktails, on n'est pas obligé d'être sur des réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien, même sans être sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de faire des foires où il y a 200 personnes, alors qu'on préfère être en petit comité pour échanger. Autre point qui est aussi l'un des plus importants, c'est essayer au mieux d'appliquer la réciprocité. Donner, recevoir, transmettre. C'est pas juste chercher à tirer profit dans la relation. Donc au lieu de penser à ce que je peux prendre de quelqu'un, ce serait plutôt de voir quoi partager, quelles ressources est-ce que je peux mettre à sa disposition, comment le valoriser, quel connecteur est-ce que je peux être pour cette personne. Donc le connecteur, c'est être un mentor, un conseiller, un expert, un créatif dans l'innovation pour permettre aux gens de voir les choses d'une manière différente. Donc c'est quelle vision supplémentaire est-ce que je peux apporter à l'autre. Et plus notre écosystème est diversifié, réunissant différents types de connecteurs, plus on aura d'opportunités et de facilitateurs de réussite. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de réseaux stratégiques dans un but professionnel ou de réseaux par affinité, amicale, familiale, il est important de retenir que nous sommes tous des êtres sensibles. Et personne n'aime avoir la sensation d'être utilisé et n'être regardé que pour le bénéfice qu'il peut apporter. En ce sens, le retour de bâton peut aussi être violent lorsque la personne s'en aperçoit avec fermeture définitive des portes. Et c'est là qu'il est important en fait d'introduire la notion d'intelligence relationnelle en se basant sur l'intelligence émotionnelle. C'est apprendre à se relier aux autres avec justesse, en faisant preuve d'empathie, ce qui nous permettra de construire en fait des relations de confiance. Tout ce qui peut permettre en fait au réseau en fait de devenir vivant, porteur de croissance et comme dans une vraie communauté. Une autre entrepreneur m'a partagé que son père lui disait souvent: un seul doigt ne peut pas ramasser le caillou. Donc il faut être plusieurs. Et c'est par la collectivité que les choses avancent. Un peu comme il faut tout un village pour élever un enfant. Chacun a quelque chose à apporter. En conclusion, je dirais que on peut avoir les meilleures idées du monde et les meilleurs projets du monde, mais si personne ne sait qu'ils existent, comment on fait en fait pour en faire bénéficier le plus grand monde ? Il suffit parfois d'une bonne rencontre, oui,
d'une recommandation, idée partagée avec, dans une conversation au bon moment pour débloquer plein de choses. Même les personnes les plus brillantes, elles ont avancé parce qu'à un moment, quelqu'un a parlé d'elles, en bien. Et à retenir que c'est, je pense, au moment où on a le moins besoin, en fait, on n'est pas dépendant enfin, c'est le moment où on a le moins besoin, qu'on est le mieux positionné pour aller vers l'autre et pour travailler sur ce concept de réseau parce qu'il n'y a pas cette notion de dépendance ou d'attachement. Donc voilà, donc le réseau, en fait, c'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une ressource disponible pour chacun d'entre nous, qu'il faut apprendre à cultiver, dynamiser, pas à pas, lien après lien. C'est aussi une compétence d'avenir, parce que dans le monde d'aujourd'hui avec des conditions politiques et des conditions économiques instables, savoir créer et entretenir des connexions humaines, ça devient un avantage décisif qui peut nous mettre sur des grandes opportunités. Donc voilà, et on dit souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et parfois, on va là où on ne serait jamais allé seul. Donc voilà, j'espère que cet épisode a été nourrissant pour vous concernant le networking, que vous aurez tiré quelques pépites au passage. N'hésitez pas à me partager ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager le podcast. Et si vous voulez aller plus loin, seul ou à plusieurs, voilà quelques recommandations de lecture. 2 livres. Le premier, Never Eat Alone, ne mangez jamais seul, de Keith Ferrazzi. Donc c'est un livre très orienté vers l'action. Donc le but est de démystifier le réseautage. Ce qu'on y trouve, des conseils concrets pour approcher les gens sans avoir l'impression d'être intéressé. Et aussi des exemples de communication type. Deuxième livre, Give and Take, donner, prendre, de Adam Grant. Donc ça, c'est afin de creuser la posture. Le réseau, c'est donner pour recevoir. Donc il montre avec des études et des personnes généreuses, il montre avec des études que les personnes généreuses réussissent le mieux à condition de poser des limites. Donc il détruit un peu le mythe du réseautage intéressé et met plutôt en avant la création de valeurs mutuelles. Donc très utile pour convaincre les sceptiques et les solitaires du je me débrouille seul. Voilà pour moi, pour cet épisode sur le réseautage. En attendant, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau partage. Merci.